De cette invitation à vous parler du délicat problème, on va dire biomédical, de la gestion des restes humains en archéologie. Alors, vous le savez, on l'a déjà vu un tout petit peu, le sujet a été un tout petit peu défloré, si on peut dire. Travailler sur l'archéologie est un problème qui est éminemment politique, au sens grec du terme, ça implique vraiment la cité. Et là, on pourrait faire référence aux travaux de Laurent Olivier, par exemple, sur la récupération politique des fouilles de la Deuxième Guerre mondiale, y compris dès la Deuxième Guerre mondiale. Et puis aussi, travailler sur des restes humains, cette fois-ci, de façon bien spécifique, peut également poser des problèmes politiques. On en a fait les frais, nous, dans notre équipe, quand on a travaillé sur la reconstitution du visage de Robespierre et sur l'étude de son masque mortuaire. Ce n'est pas des restes humains, mais quand même, on s'en rapproche par cet artefact direct, où on a été bien attaqué par l'extrême gauche, qui nous a dit que nous étions des ambassadeurs du féodalisme bourgeois, fermez les guillemets. Et puis également, quand on a travaillé sur Henri IV, sur la tête momifiée d'Henri IV, où là, ça a complètement ravivé la querelle perpétuelle entre les Orléans et les Bourbons. Donc, c'est pas anodin de travailler sur des restes humains, et on va voir aujourd'hui avec un regard un petit peu multiple, à la fois philosophique et médical, quels problèmes ça peut poser et quelles solutions on peut éventuellement proposer. Alors, quelques références philosophiques sont importantes pour nous, pour planter un tout petit peu le sujet. On a vu l'importance du droit, mais je pense qu'il ne faut pas exclure non plus la philosophie avec son aspect pratique. Vous savez que Descartes nous décrit l'homme comme une machine humaine, et on est encore dans une ère du cartésianisme actuellement, même s'il y a un retour assez important du religieux, notamment avec ses extrêmes. Mais est-ce que c'est encore de la religion ou du fanatisme? La question est ouverte. Descartes nous dit bien quand même que lorsqu'on travaille sur l'homme en général, lorsque l'homme est mort, eh bien, on est sur un animal-machine qui est une machine cassée, un petit peu comme une poupée avec laquelle on aurait fini de jouer et qui devient un matériau inerte, matériau respectable, parce qu'il a quand même été créé, on va dire, sous l'autorité d'une divinité, mais malgré tout, quelque chose qui est un peu moins respectable qu'une machine humaine animée. Saint Augustin, lui, prenez-le comme un père de l'Église, un docteur de l'Église ou comme un philosophe, choisissez votre camp. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut lire ou écouter. Lui, il nous indique une solution assez intéressante, c'est que, à la limite, peu importe si on est fragmenté, éparpillé façon puzzle, ce qui compte en fait, c'est qu'au moment de la résurrection, pour ceux qui y croient, tout ceci sera reconstitué. Ce qui est un texte extrêmement intéressant, peut-être pour vous et moi, archéologues, mais également pour les médecins, tous ceux qui créent des collections anatomiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce doute perpétuel, cette crainte d'altérer tout simplement l'enveloppe humaine, puisque de toute façon une recomposition ad intégrum se fera. Et même Saint Augustin, pour la petite histoire, répond à la question, mais quand on va renaître sous quelle forme? Celle d'une personne de 88 ans quand on meurt à 88 ans, il vaut mieux pas pour l'éternité, ou celle de notre prime jeunesse? Je vous rassure, il répond celle de notre prime jeunesse. Donc nous maintenant, quoi. Donc voilà, c'est ce qui défend dans la cité de Dieu, et c'est intéressant parce que c'est un texte qui est périodiquement ressorti, notamment à l'Académie pontificale des sciences et à l'Académie pontificale des sciences historiques, donc deux éminences extrêmement importantes, et c'est un texte de référence parce que ça autorise, ou du moins ça ne s'oppose pas à toutes les pratiques d'autopsie, d'embaumement, d'échantillonnage, y compris de fouilles archéologiques, notamment de restes sous l'autorité anciennement de l'Église, et également la constitution de collections anthropologiques. Donc, c'est encore mieux qu'une ordonnance retoquée, si on peut dire. C'est un docteur de l'Église. Donc, on a quand même deux petites oppositions. Descartes, pour lequel l'homme est une machine animée, et à la mort, c'est une sorte de poupée Barbie cassée, si vous permettez. Mais c'est vraiment cette idée-là, c'est que c'est une machine qui est respectable, mais pas tant que la machine vivante. Et donc, du coup, on peut s'autoriser à faire des choses avec. Et puis, Saint Augustin, lui, où tout est respectable, rien de ce qui est humain ne doit être non respecté, tout simplement. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans nos travaux ce midi? Eh bien, ce sont deux influences qui sont toujours extrêmement vivaces. Nous, en médecins légistes et archéo-anthropologues, le droit français n'a réellement défini le corps humain, vivant ou, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mort, que depuis 30 ans. Avant, il y avait vraiment un flou artistique complet, même pas de flou, il n'y avait rien du tout. Ce qui était défini, c'était le contenant, mais pas le contenu. Et ça, pour le coup, ce sont les lois de bioéthique qui ont été en partie, avec mon point de vue médical, fondatrices de ceci. Même si maintenant, avec les nouvelles, vous savez, la grande consultation nationale de bioéthique, on a essayé d'influencer, de donner des avis sur les restes humains en archéologie. Absolument aucune prise. C'était vraiment le ministère de la Santé qui avait la part là-dessus, le ministère de la Recherche, rien du tout, et le ministère de la Culture, absolument pas. Donc, c'est une question qui n'a même pas été traitée dans les assises récentes de bioéthique. Alors, on a diverses
techniques, diverses visions qui se juxtaposent pour cette étude des squelettes en archéologie, qui sont véritablement une autopsie. Lorsque les archéoanthropologues de l'INRAP ou d'autres organismes de recherche travaillent sur des restes humains, ils font des autopsies. Sans être médecins, ça on s'en fiche, ils font très bien leur métier malgré tout. Enfin, je dis malgré tout, ils font très bien leur métier tout court. Rassurez-vous, je ne fais pas de contingence, mais c'est malgré tout, sur le plan technique, une autopsie. Et on peut avoir plein de visions différentes, des visions religieuses, des visions philosophiques, des visions mécanistiques de Descartes, etc. Malgré tout, on a une objectivité nécessaire et on doit s'interdire absolument tout pathos. On ne doit pas être influencé, on ne doit pas avoir de sentimentalisme vis-à-vis des restes qui sont directement à notre examen. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure Louise d'Anquingo, quand elle a été étudiée, il y a eu une interaction avec la famille, mais a posteriori, pour en avoir parlé avec Rosen et le reste de l'équipe, l'interaction était a posteriori pour l'organisation. Mais dans l'état actuel, c'est d'abord la science, d'abord la recherche scientifique, et puis ensuite, on s'intéresse au sentiment, on va dire, ou à la sociabilité de l'individu. Même chose avec l'embaumement, ça vous concerne moins, mais on va dire les procédés de conservation corporelle, y compris la restauration des restes humains. Même chose également avec les stockages du mort. Tout ceci est complètement impacté par la société et on ne réagit plus maintenant du tout vis-à-vis des restes humains comme on pouvait réagir il y a une cinquantaine d'années ou même une dizaine d'années. Et ça rejoint vraiment une tradition qui est très jupitérienne en ce moment, parce que c'est très à la mode de citer Paul Ricoeur, mais ce changement, on va dire, de paradigme, ce changement de prise de conscience de la société vis-à-vis des restes humains évolue au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'il appelle la traduction, une traduction des sentiments dans notre action du quotidien. Alors du coup, est-ce que la bioéthique peut s'intéresser à ça? Malheureusement, non. Malgré tout, on a des problèmes permanents et on est face, en archéologie, à des erreurs qui ont été commises soit par nous-mêmes, soit par nos pairs dans les années passées. On est tous allés dans des dépôts archéologiques où on a vu des ossements qui étaient en déshérence. Et ça, c'est un vrai problème. Des ossements qui sont dans des sacs plastiques. Je cite souvent cet exemple dans un musée que je ne citerai pas pour des raisons diplomatiques, mais je peux vous dire que c'est en Seine-Maritime. Et donc ça limite un petit peu, mais au moins vous aurez du mal à retrouver lequel c'est, et ce n'est pas le but, où j'ai vu des ossements de fouilles archéologiques des années 60-70 dans des sacs prise unique. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que prise unique. C'est l'ancêtre de Monoprix. Et en fait, c'était mangé par les rats, c'était abîmé, et ces ossements n'avaient jamais été étudiés, ils n'ont jamais été nettoyés, et ils ont été sortis de terre, jamais étudiés, et maintenant ils sont en train de retourner en poussière. Même si c'est le but ultime de nous tous, c'est pas normal d'exhumer, de travailler, de sortir de son contexte, et ensuite de ne pas être suivi d'une étude. Là, pour le coup, on peut se poser la question, ce n'est pas une fouille archéologique stricto sensu, est-ce que là, ça ne peut pas tomber littéralement dans une profanation de sépulture? J'exagère, évidemment, ce n'en est pas une. Mais ne pas les étudier, c'est ne pas faire le boulot complètement, et du coup, c'est faire un contre-boulot. Et c'est bien ce qui a été redit à la déclaration de Leiden en 2012, c'est que les collections anatomiques, y compris les collections archéologiques de restes biologiques, là ils sont très clairs pour le coup, eh bien quand on n'a pas de données biographiques, ou pas de données stratigraphiques, pas de données d'inventaire, ça ne sert strictement à rien. C'est une collection qui est inutile et elle perd ses informations. Donc là, c'est une perte de temps, une perte d'informations et aussi une perte de respect dû au corps mort. Ça s'applique autant à des collections anthropologiques dans des musées, des réserves, on en a vu quelques exemples récents à Paris par exemple, mais ça s'applique également à des restes de dépôts archéologiques qui sont en déshérence complète. Alors, il y a eu un colloque génialissime, à titre personnel, qui était sur l'archéologie du judaïsme en France et en Europe. Et les actes ont été publiés, La Découverte et INRAP, en 2011. Et on voyait bien dans ces actes de colloque que l'usage et le traitement des ossements humains touchent plusieurs questions. Génétique, biologique, la sensibilité religieuse. Vous allez me dire, quand on fouille une sépulture gallo-romaine ou une sépulture collective du Néolithique, il y a un peu moins cette pression religieuse. Et encore, vous avez des communautés néo-celtiques qui peuvent poser problème, par exemple. Ou alors que sur des restes anthropologiques anciens, paléo-anthropologiques, on a vu l'exemple en Australie, les communautés aborigènes qui revendiquent tout simplement une sorte de paternité ou de droit de garde et donc de réinhumation sur ces restes-là.
On n'est pas dans le contexte français, on oublie. Et puis une dernière chose qui est une sorte de pureté rituelle. Ça dépend vraiment des contextes religieux, c'est particulièrement exprimé et je trouve que ça enrichit complètement le débat au lieu de l'obturer avec la communauté juive. Et ça s'est vu par exemple récemment dans des fouilles de bains rituels ou dans des fouilles de sépultures, par exemple dans la partie est de la France. Je vous ai mis ici un tableau récapitulatif avec le nombre de tombes. Ce n'est pas le nombre de squelettes. Vous savez qu'il n'y a pas toujours un squelette par tombe, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, La Ciotat, cimetière chrétien, on va dire, au sens général du terme, impossible de faire la différence entre des catholiques, des protestants. 1000 tombes. Cimetière protestant à La Rochelle, 500 tombes bien datées entre 1765 et 1792. Combien de ces plusieurs milliers de squelettes ont été ensuite remis en terre ou redéposés dans un contexte rituel? C'est une question. Est-ce qu'on fouille pour remettre ensuite ad intégrum? C'est pas évident, c'est pas forcé, c'est pas une obligation du tout. Est-ce qu'on fouille? C'est quand même pas rien de fouiller une sépulture et un contexte religieux. Moi, je suis pas religieux du tout, je peux vous dire, mais je m'intéresse quand même à l'éthique des pratiques qui touchent le corps mort. On va travailler sur une sépulture, travailler sur un cimetière, on va étudier scientifiquement, il le faut, c'est très bien, c'est même prescrit par la loi. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait des restes? Est-ce qu'on les remet au même endroit? Pour des raisons pratiques, c'est assez difficile. Est-ce qu'on les met ensuite dans un dépôt qui est pseudo-ritualisé? Un bon exemple, c'est Bibracte. Je ne sais pas si vous avez visité déjà le centre archéologique européen de Glu-en-Glen, qui est très bien, je trouve, là-dessus. Les réserves sont en sous-sol, dans une atmosphère de semi-pénombre, et ce n'est pas une atmosphère ritualisée, mais quand même pas loin. Les ossements et les restes sont sous terre. Et bien ça, c'est principalement ce que demande la quasi-totalité des communautés religieuses auxquelles j'ai pu avoir accès pour cette recherche qui constitue en fait ma thèse d'éthique. Et la principale chose qu'elles demandent, c'est qu'on les réenterre, qu'on les remette sous terre. Pas de cérémonie, juste sous terre. Eh bien, ça pourrait être simplement une solution, qu'elle soit dans des boîtes bien individualisées, accessibles aux chercheurs, mais sous terre. Juste ça. Là, je vous ferai remarquer qu'on est sous terre. Hein. Bon, on est des futurs morts, mais... Donc, je ne reviens pas sur cet exemple vraiment enrichissant. Je me permets d'insister sur l'archéologie juive qui a, je ne sais pas si ça existe le terme archéologie juive, mais on va dire archéologie de structure juive. Ça prête moins à des problèmes d'interprétation. Il y a eu quand même quelques petites aberrations qu'on pourrait dire soit culturelles, soit politiques. Et je préfère les voir comme des problèmes politiques. C'était notamment en Espagne des réinhumations qui ont été faites à plusieurs centaines de kilomètres du lieu initial d'enfouissement. Ce n'est pas tout à fait logique, ça a été mal vécu par certains descendants, on va dire, et puis d'autres qui ont été une étude empêchée par des responsables religieux, interdiction de travailler autant sur le matériel osseux que même sur le matériel associé. Des bijoux, ils étaient rares pour des raisons rituelles, également du matériel associé. C'était littéralement un tabou strict. Bon, ça pose un tout petit peu problème. Et du coup, à l'issue de ça, il y a une déclaration de Barcelone, qui dit que le futur emplacement des restes humains mis au jour ou exhumés doit être discuté par toutes les parties, conformément aux lois en vigueur. C'est un peu la porte ouverte à l'anarchie, parce que pour que toutes les parties, c'est un peu une décision de bon sens, malheureusement, pour que toutes les parties se mettent d'accord ensemble, assez souvent, c'est illusoire, c'est impensable. En tout cas, le temps est révolu. J'étais tout à l'heure... avant de venir vous rejoindre au Musée de l'Homme, on travaillait sur des ossements magdaléniens et il y a des ossements qui manquent. Ah zut, celui-là, c'est un os coxal, on ne sait pas où il est, il a été emprunté un jour, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Dans les années 50, hein, rassurez-vous, pas il y a une semaine. Et ce genre de situation, c'est pas normal. C'est fini ce temps résolu où il n'y avait pas de traçabilité des restes humains, où on fragmentait, on morcelait parce que tel conservateur, tel chercheur, tel directeur de recherche prenait chez lui ou emportait quelque part pour travailler et ensuite c'était perdu. Ce morcellement des corps, cette perte de traçabilité, c'est vraiment délétère à la recherche archéologique. Juste, puisqu'on est anthropologue, une petite percée, si on veut dire, dans deux contextes chronoculturels qui sont intéressants et qui nous enrichissent aussi. On va aller en Laponie. En Laponie, on considère que la vie est une pâte molle qui recouvre le squelette et que l'âme est dans les os du squelette. Et du coup, la chair n'est qu'un ornement des os qui sont imprégnés de la vraie âme. C'est autant applicable aux restes humains qu'à du poisson séché ou à un ours. Donc, la respectabilité va pour les os, mais pas forcément pour toute la matière molle qui est rattachée. C'est pour ça qu'on les enterre, pour que Dame Nature, si on peut dire, remette une nouvelle chair sur l'âme qui, elle, persiste dans les ossements. Même chose, un tout petit peu différente quand même,
same but different, en Mongolie et en Iakoutie, où cette fois-ci on considère que, à nouveau, l'âme est dans les os, et on a même une interdiction de briser les os. Briser les os serait attenter tout simplement à l'âme. Donc on a vraiment un respect. C'est pas une question que nous seuls occidentaux nous posons. Vous allez me dire, la Laponie, c'est l'Occident aussi. Mais en Mongolie et en Iakoutie, là, on touche littéralement à l'Asie. C'est une question qui se pose également, la respectabilité des ossements, qu'ils soient archéologiques ou même qu'ils soient animaux. Une autre question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait un corps mort ? Est-ce qu'une crémation de l'âge du bronze dans une urne funéraire, c'est un corps mort ? Est-ce qu'un orteil et un doigt coupé, c'est un corps mort ? En fait, ce qui fait le corps mort, c'est la partie la plus préservée, la plus représentative du corps. On a eu l'exemple avec la tête d'Henri IV. Cette tête, c'est maintenant le substitut, si on peut dire, c'est tout ce qui reste du corps de Henri IV. Donc cette tête est devenue un corps, une sorte d'ambassadeur du corps, stricto sensu, avec du coup pas mal de problèmes qui se posent pour son éventuelle réinhumation. Est-ce qu'on fait une messe ou est-ce qu'on fait une simple cérémonie ? Est-ce qu'on y accorde le siège de l'âme de Descartes ? Ça se pose des questions assez abruptes dans lesquelles je ne rentre pas. Ou est-ce que, comme il est mort en 1610, avant les théories de Descartes, on considère que l'âme n'était pas dedans, l'âme était encore au niveau du cœur, siège des passions, et du coup on ne fera pas une messe, mais une simple cérémonie. La question n'est pas encore tranchée, vous imaginez. Une ressource philosophique qui peut nous aider, c'est Bergson. Bergson est un type génial qui, dans les deux sources de la morale et de la religion, dit que la chose qui doit s'imposer à tout chercheur scientifique, ou à tout chercheur en général, et tout cherchant, c'est le bon sens, le bien commun, tout simplement. Si nous sommes menés, c'est quelque chose qui est rappelé notamment par le Conseil d'État, si nous sommes menés par le bien commun, par la volonté de bien faire, pour notre génération, la génération d'après, et de ne pas détruire à tout coup, et bien dans ce cas-là, ça peut être une solution qui autorise certains, y compris certaines ruptures et certains dépassements de liberté individuelle. D'accord ? On parle d'intelligence pure, ce que les anciens appelaient la science ou la contemplation. Alors l'application directe, c'est à University College, à Londres. Des ossements humains ont été découverts en grande quantité en 2010 et c'est vraiment un passage extrêmement intéressant. C'était des ossements qui avaient déjà été étudiés, 80 squelettes d'apprentissage au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Il y avait des traces de découpe, il y avait même encore des traces de pastels, car ça résiste pas mal au temps, de pastels qui étaient encore le surlignage des structures musculaires sur les ossements. Ça a été enterré parce que c'était abîmé ou jugé obsolète dans les années 1920-1930, vraisemblablement trop abîmé. Et puis ensuite, ça a été redécouvert lors de ces fouilles archéologiques, construction de parking à nouveau, qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc dans les parkings, et ensuite ça a été réinséré dans le parcours universitaire de ces étudiants. Et ça a fait l'objet d'une publication assez intéressante dans Lancet avec cette double réutilisation des ossements humains. Est-ce qu'il y a eu une recherche de qui c'était la patrimonialité ? Absolument pas. Non, on considérait qu'ils n'étaient pas sortis de leur rôle éducatif, tout simplement. Ce rôle éducatif, ce rôle pour le bien commun, les Anglais ont utilisé un philosophe français pour servir leur propre cause, Bergson en l'occurrence, voilà, il faut ne jamais oublier ce rôle éducatif des restes humains. Les morts sont utiles aux vivants. Alors du coup, il y a vraiment, puisqu'on n'a pas d'accroche, si on peut dire, avec le ministère de la Santé, puisqu'on n'a pas encore, mais soyons optimiste, d'accroche avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a quand même quelques propositions d'amélioration à faire pour la gestion des restes humains anciens, à la fois les fouilles archéologiques, mais également pour le post-fouille. Une importance d'identification et d'authentification, y compris en utilisant tous les outils de l'anthropologie médico-légale. J'ai presque fini, ça va être top. Les travaux, par exemple, de Patrice Georges sur le terrain, la collaboration entre l'armée et l'anthropologie est un bon exemple. Et puis également, peut-être une obligation morale ou éthique, la morale est un mot qui fait peur, l'éthique peut-être un petit peu moins, de réinhumer, mais comprenez bien, réinhumer ne veut pas dire empêcher les chercheurs d'y avoir accès, c'est mettre sous terre simplement dans une atmosphère qui est respectueuse. Il s'agit de respect, il ne s'agit pas de religion, peut-être réinhumer après un certain temps, tout simplement, voire même quand personne ne s'y intéresse. Et là, je fais référence directement au sac prise unique de tout à l'heure, au bout d'un certain temps, quand vraiment personne ne s'y intéresse, que c'est en train de s'altérer, que c'est fragmenté, ou qu'on a perdu toute information archéologique, anthropologique ou scientifique, dans ce cas-là, c'est une collection qui n'a plus lieu d'être, et dans ce cas-là, on les remet en terre, point barre.
Juste 2 exemples pour vous dire dans quel cas on a été, nous, extrêmement mesurés dans nos échantillons, c'est-à-dire déjà une application de cette idée, quand on a travaillé sur les restes du cœur de Richard Cœur de Lion, 120 grammes conservés au musée des Antiquités à Rouen, dans une boîte de cristal, on a juste prélevé moins de 1 gramme, 0,86 grammes précisément. Donc nettement moins de 1% du total massique ont été nécessaires pour faire cette étude scientifique. On n'a pas eu besoin de faire de l'ADN, on n'a pas eu besoin de faire du carbone 14, ce qui nous a permis d'échapper à pas mal de prélèvements, et ça nous a permis de faire une étude jusqu'à présent complète. Bon, vous n'aurez pas la photo, c'est dommage. Il n'y a pas de censure, hein, mais quand on a travaillé, les travaux ont été publiés il y a quelques jours sur la mâchoire, la prothèse de Adolf Hitler à Moscou. Et bien pareil, le FSB nous a autorisé à faire des prélèvements, donc c'est les descendants des KGB. Ils nous ont autorisé à faire des prélèvements de tartre dentaire, également de la matière associée, matière biologique associée, mais on a prélevé bien moins que 1%, et c'était largement nécessaire pour faire notre étude scientifique et confirmer que les restes étaient authentiques. Alors du coup, notre dernière pièce à jouer, c'est l'UNESCO. Puisque la loi française ne nous permet pas, dans l'état actuel, de changer les choses, on est passé non pas au stade des commissions, mais des avis de plusieurs sénateurs et députés, à commencer par la sénatrice Catherine Morin-Desailly que vous avez vue ce matin. Et bien voilà la proposition de loi ou de règlement ou d'ordonnance ou d'indication, le terme n'est pas encore choisi, qu'on est en train d'essayer de porter auprès de l'UNESCO, et au moins d'avoir des avis. Et votre avis compte, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il faut qu'on échange. L'État est le garant du respect des dernières volontés du défunt dans la limite de leur légalité au moment où elles sont exprimées. Et ça persiste sans limite de temps. Du coup, on proposait d'inscrire dans le Code civil, mais ça va être difficile à faire, que tout reste humain conservé en institution privée ou publique sans le consentement exprimé du vivant de l'intéressé doit faire l'objet d'un enfouissement respectant ses croyances et ses dernières volontés. Il va falloir pondérer pas mal, hein, parce que sur des restes préhistoriques, gallo-romains ou autres, rassurez-vous, hein, je ne suis pas jusqu'au boutiste, loin s'en faut. Tout reste humain provenant de fouilles archéologiques doit, dans les 30 ans suivant sa découverte, être réinhumé soit à son emplacement initial, soit dans un emplacement spécialement choisi pour sa pertinence et adapté aux croyances de l'intéressé, si elles sont connues. Il n'est pas interdit pour la recherche scientifique de conserver pour recherche ultérieure, etc., ou alors de garantir un accès direct à ces restes. Ne sont pas concernés les restes paléontologiques, les restes conservés dans les collections anthropologiques, les restes sacralisés, les reliques, hein, parce que sinon on va vider les églises, et puis les restes d'individus ayant fait l'objet d'une enquête médico-légale. Là, on est dans le domaine de la loi, au code pénal, et pas dans une loi de type patrimonial. Il ne s'agit pas de réenterrer. Réenterrer, c'est empêcher les réenterrer stricto sensu. Hein, l'inhumation que vous connaissez, pure et dure, c'est empêcher les chercheurs d'y avoir accès pour les générations futures. Non, simplement les mettre dans un endroit qui est respectueux et qui rappelle de façon ritualisée ou esthétique presque le fait que ces gens étaient sous terre et qu'ils ont vocation à y retourner tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Marche. Oui, il fonctionne ou pas là? Oui. Si ça marche pas, je continue. Non, alors il va marcher. Non, pardon. Je vais appeler Agnès, qu'elle revienne à la table. Vous avez fait le même temps tous les deux, comme quoi, le médecin, les juristes, tout ça. Alors finalement, hein, alors juste une petite, le temps que tout le monde s'installe, et une petite, j'ai pas voulu être très longue, parce que trop longue tout à l'heure, j'ai une capacité à être bavarde qui est illimitée. On pourrait peut-être faire un concours, ouais, un truc 24.